This is UNESCO Radio. Être libre, c'est ne pas opprimer quelqu'un d'autre. Sauver les monuments de Nubie. We have all realized the importance of education. This is UNESCO Radio. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Courrier de l'UNESCO, une émission de la chaîne UNESCO. De la culture à l'éducation, en passant par les sciences et bien d'autres thèmes, ce podcast sera votre fenêtre sur le monde. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est à l'honneur dans ce podcast. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du siège de l'UNESCO à Paris. Pourquoi s'intéresser à cette construction inaugurée en 1958 ? Parce que ce bâtiment, de béton en forme de Y, est considéré comme une icône de l'architecture moderne. Récit Agnès Bardon, réalisation Emmanuel Rudowski. Bonjour! Approchez-vous, messieurs, dames, approchez-vous, n'hésitez pas. Je suis Julie Durand et je suis ravie de pouvoir présenter cet endroit incroyable, chargé de symboles, chargé de mémoire et chargé d'histoire. Certains parmi vous le savent et d'autres non. Dès que vous avez passé le passage de la sécurité, vous avez quitté la France et vous êtes en sol extraterritorial, ici. Donc on n'est plus effectivement sur le sol français, vous êtes sur le sol d'une organisation des Nations Unies. Ce lieu chargé d'histoire qu'une poignée d'étudiants s'apprête à visiter, c'est le siège de l'UNESCO. Situé dans les rues tranquilles du 7e arrondissement, il ne figure pas sur les circuits touristiques et les Parisiens eux-mêmes le connaissent mal. La construction a pourtant suscité de nombreux débats et fait couler beaucoup d'encre. À commencer par celle du Courrier de l'UNESCO, qui lui a consacré plusieurs articles et même un numéro spécial en novembre 1958, au moment de l'inauguration. Car l'UNESCO, qui a été créée en 1946, a attendu près de 12 ans pour aménager dans un bâtiment qui lui soit propre. Entre-temps, les fonctionnaires ont occupé un appartement puis une maison à Londres, avant d'investir les locaux de l'hôtel Majestic à Paris. Ce palace un peu vieillot n'était pas vraiment fait pour accueillir une administration. Sur des photos d'archives, on peut voir des chambres reconverties en bureaux où les baignoires sont encombrées par des piles de dossiers. Il fallait donc un siège à la seule agence des Nations Unies basée à Paris. Sa construction débute en 1955 et sera achevée 3 ans plus tard, à 2 pas de l'école militaire, sur l'emplacement d'anciennes casernes. L'immeuble qui sort de terre en 1958 tranche assez radicalement avec l'esthétique haussmannienne du quartier. C'est un bâtiment de béton et de verre en forme de Y, bâti sur pilotis. Il est assorti de 2 autres constructions, un bâtiment des conférences et un pavillon qui accueillait au départ les délégations des États membres. Le numéro spécial du Courrier se montre totalement conquis par cette nouvelle esthétique. Dans un article intitulé « Un nouvel art de bâtir », voilà comment Françoise Choët, spécialiste de l'histoire de l'urbanisme, décrit le nouveau siège. Au pied du bâtiment des conférences, devant un mur de béton qui ne ressemble à aucun autre et qui évoque les grandes surfaces que les anciens Égyptiens destinaient au soleil, le visiteur de la nouvelle maison de l'UNESCO trouvera que la technique moderne est auréolée de poésie. Et lorsqu'il se retournera vers le bâtiment du secrétariat, il lira dans la double rangée de pilotis la puissance de l'élan qui soulève l'édifice dans le ciel. Et elle poursuit. L'architecture du nouveau siège de l'UNESCO se caractérise par sa liberté, qui se manifeste par la richesse de ses formes. Elle est la manifestation éclatante d'un style. Poésie, liberté, puissance, style. La plume de Françoise Choët est lyrique. Mais avec la distance, comment nous apparaît aujourd'hui ce bâtiment ? Pour Jean-Louis Cohen, historien de l'architecture et professeur au Collège de France, il faut déjà resituer ce projet dans son contexte, celui de l'après-guerre. Le siège de l'UNESCO est un très important projet dans toute l'Europe de l'après-guerre et à Paris en particulier, puisque lorsque le projet est élaboré en 1953, la France est en train de panser ses plaies après la Seconde Guerre mondiale et la construction à Paris n'a pas encore véritablement démarré. Donc c'est un bâtiment qui a un statut tout à fait unique, le premier grand bâtiment public construit après-guerre. C'est aussi un bâtiment qui marque le triomphe de l'architecture moderne, ce mouvement qui naît au début du XXe siècle et qui se caractérise, pour aller vite, par des lignes géométriques simples, un rejet de l'ornementation et l'utilisation de matériaux bruts comme le verre, le béton et l'acier. Jean-Louis Cohen. Le siège de l'UNESCO a une place tout à fait à part dans l'architecture moderne de l'après-guerre. Il manifeste la victoire définitive de l'architecture moderne, qui n'était pas du tout acquise en 1939. C'est l'expérience de la guerre qui permet aux modernes d'accéder aux grandes commandes d'État, comme le montre par exemple le siège des Nations Unies à New York. C'est à ce moment-là
que les premiers gratte-ciels radicaux sont construits à New York, Lever House de Skidmore, Winks et Merrill, plus tard le Seagram Building de Mies van der Rohe. Donc il y a une conjoncture mondiale qui n'est pas encore visible à Paris. Elle ne deviendra visible à Paris qu'un peu plus tard, avec les premières tours de la Défense, mais c'est dans les années 60. Donc c'est un bâtiment qui est assez unique dans la représentation qu'il donne d'une architecture basée sur la transparence, d'une architecture libérée du sol, d'une architecture sculpturale, à l'encontre des immeubles de bureaux avec des façades répétitives. C'est un bâtiment qui a une plasticité, qui a une certaine qualité plastique qui est caractéristique de l'œuvre de Breuer. Marcel Breuer, enseignant à l'école du Bauhaus exilé aux États-Unis et considéré comme l'un des pères du modernisme, est en effet l'un des 3 architectes du siège de l'UNESCO avec l'italien Pierluigi Nervi et le français Bernard Zerfus. Ils ont été désignés par un comité international mis en place par l'UNESCO, qui est composé de grands noms de l'architecture de l'époque. On y trouve le père du mouvement du Bauhaus, Walter Gropius, mais aussi le franco-suisse Le Corbusier, le finlandais Eero Saarinen, l'italien Ernesto Rogers, le suédois Sven Markelius et le brésilien Lúcio Costa. Les discussions entre ces maîtres de l'architecture sont intenses et parfois vives. Mais ils sont d'accord sur l'essentiel, le siège doit être un bâtiment en rupture. La notoriété de ces architectes a été un élément déterminant pour imposer cette construction novatrice telle que la voulait l'UNESCO. C'est ce qu'explique Bernard Zerfus dans une archive UNESCO de 1965. Ça représentait l'éventail de ce qu'on pouvait faire le mieux à ce moment-là en architecture, mais tous orientés dans l'architecture de ce temps. N'est-ce pas ? Bien sûr. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante, parce que s'il n'y avait pas eu ça, malheureusement, il y aurait eu beaucoup de chances pour que l'on arrive, comme on arrive souvent dans ces histoires de bâtiments internationaux, de grands bâtiments publics, à des compromis. Mais là, il n'y a pas eu de compromis, parce qu'au départ, il y a une volonté très évidente et très affirmée. Un bâtiment moderne donc, mais avec cette particularité qu'il abrite une agence des Nations Unies. La dimension internationale de l'organisation se reflète jusque dans les matériaux utilisés. Au moment de la construction, de nombreux États membres ont en effet apporté leur pierre à l'édifice au sens propre. C'est ce qu'explique aux visiteurs le guide de l'UNESCO dans une archive sonore datant de 1965. Si vous ne saviez pas déjà vous trouvez dans un bâtiment international, vous pourriez parfaitement vous en rendre compte en examinant les matériaux utilisés ici. En effet, la plaque en bois sur laquelle vous appuyez pour ouvrir la porte, c'est du bois de teck de Java, posé par une entreprise allemande de Stuttgart, sur une porte en glace française, coulissant sur des sols en quartzite de Norvège, posé par un groupement d'entreprises françaises et italiennes, tandis que dans le bâtiment des congrès, tout à l'heure, vous aurez des sols recouverts de liège portugais. Nous appuyons ici à des murs en aluminium anodisé belge. Et les appareils d'éclairage proviennent des États-Unis d'Amérique. Ils ont été montés par une entreprise française et en cas de panne, nous avons un groupe électrogène tchécoslovaque. Dès sa conception, le bâtiment accueille des œuvres d'artistes consacrés comme le sculpteur britannique Henry Moore, mais aussi Picasso, Miro, Noguchi ou Calder. Derrière cette politique de commande ou d'acquisition, il y a l'idée d'une œuvre totale, c'est-à-dire d'un dialogue entre architecture moderne et œuvre contemporaine. Les fonctionnaires de l'UNESCO investissent leur nouveau bureau en 1958. Mais en fait, dès le tournant des années 60, les missions de l'UNESCO se multiplient et le nombre d'États membres ne cesse d'augmenter. De 72 États membres en 1958, on passe à une centaine dès le début des années 60. Résultat, les fonctionnaires et les délégations des États sont vite à l'étroit. Dès 1965, une extension est nécessaire. Un premier projet, confié au trio de départ, est présenté. C'est un immeuble de 15 étages, mais il est retoqué par la commission des sites de Paris et ils doivent revoir leur copie. Bernard Zerfus, qui restera seul sur ce projet, s'en explique dans une archive de l'UNESCO de 1965. C'est alors que j'ai eu l'idée, en me rappelant certaines choses que j'avais vues en Tunisie, notamment, des constructions romaines souterraines, des patios enfoncés de certaines villas romaines qui étaient prévues pour l'été, pour les étés de Tunisie qui sont assez chauds, et pour avoir des endroits frais l'été. J'ai eu l'idée de faire ces patios enfoncés qui ont pas mal d'avantages, parce qu'au fond, d'abord, ils donnent de la lumière
Et ensuite, et surtout, je crois, ils mettent les gens qui travaillent dans les bureaux complètement à l'abri du bruit. En effet, tous les bureaux sont disposés autour des patios. Le grand paysagiste brésilien Burle Marx a fait 6 dessins de patios en les aménageant avec des gazons, avec des arbustes, avec des fleurs, avec de l'eau. Et tous les gens qui vont travailler à l'UNESCO vont bénéficier de la vue constante de ces patios sans entendre le bruit de la rue. Le bâtiment ne changera pas beaucoup dans les décennies suivantes. Une exception de taille en 1995, la création d'un espace de méditation par l'architecte japonais Tadao Ando. Cet espace dédié à la paix a été créé pour commémorer le 50e anniversaire des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, comme l'explique Vanessa Fernandez, maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Belleville, lors d'une visite avec des étudiants. Comme tout le monde murmure, moi je vais parler. Donc vous voyez qu'il y a un phénomène sonore qui est assez intriguant, assez étonnant dans cet espace de méditation. Cette œuvre, parce qu'elle est vraiment considérée comme une œuvre d'art, une des œuvres supplémentaires en fait, qu'on a ajoutées au siège pour commémorer le 50e anniversaire des bombardements au Japon. Il y a vraiment un jeu avec le bâtiment de l'UNESCO qui est hyper intéressant, puisque c'est un bâtiment qui est tout en béton, avec un travail très particulier du béton, le jeu de la lumière et tout le sens en fait, qui est véhiculé par l'architecture, les matériaux, la lumière, pour inspirer, pour inciter en fait, à la paix et à la coopération internationale. Donc c'est vraiment une œuvre qui a tout à fait sa place au sein de l'ensemble de l'UNESCO. Toutefois, ça a été presque l'œuvre entre guillemets de trop, puisque c'est à partir du moment où elle a été construite que les architectes qui s'occupent du siège se sont rendus compte que le site était complètement saturé. Depuis la fin des années 90, le siège a donc atteint une forme définitive, ce que confirme l'architecte des bâtiments de l'UNESCO, Jacques Duflot. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est arrivé à saturation, parce que l'ensemble du terrain est construit. La parcelle n'a plus de pleine terre, quasiment pas. On ne va pas construire au milieu du jardin japonais de Noguchi et Sato. Donc on n'a plus de place pour construire quelque chose. Il faudrait détruire pour construire. Or ça, on ne veut pas. L'architecture du nouveau siège de l'UNESCO est la manifestation éclatante d'un style, disait Françoise Chouet dans le supplément du courrier de l'UNESCO. Près de 70 ans après sa construction, le bâtiment est devenu une icône de l'architecture moderne. Si ce podcast vous a donné envie de le visiter, rendez-vous sur notre site www.unesco.org.